Nous sommes avec le professeur Danielle Darlan, juriste, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. Alors, vous avez remporté le prix Femmes de courage 2023 du département d'État américain. Vous avez rencontré la première dame, Jill Biden, et le secrétaire d'État Anthony Blinken. Donc, pourriez-vous nous donner votre impression déjà sur ce prix ? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Qu'est-ce que cela représente pour les femmes, pour votre pays et pour votre profession? Je vous remercie. Effectivement, si vous voulez mon impression, d'abord, je ne m'attendais pas du tout à cela. C'est vrai qu'un jour, l'ambassadrice des États-Unis m'a appelée pour me dire que j'étais nominée. Mais je le découvrais, je ne savais pas qu'ils avaient envoyé mon dossier. Donc, c'était déjà une première surprise, très agréable. Mais maintenant, on nous a dit qu'il faut rester discret là-dessus, il faut attendre que le processus, parce qu'il y a des sélections et tout. Et une deuxième fois, elle m'a rappelé pour me dire il y a eu une première sélection et vous n'êtes plus que 12 ou 11, je ne sais plus, et vous êtes parmi les finalistes. Et vous allez vous rendre à Washington. Donc, voilà. J'ai été très surprise, mais très agréablement surprise. Et aussi, j'ai ressenti, bien sûr, le grand honneur qui m'était fait, mais surtout, cette distinction qui m'a été donnée. Cela s'est passé à la Maison-Blanche. Nous étions toutes là. Et il paraît que c'est la première fois, d'ailleurs, ça se passe à la Maison-Blanche. Donc, il y avait la First Lady, il y avait le secrétaire d'État Blinken. C'était très important, et donc j'étais très émue d'abord. Ensuite, j'étais la première à rentrer dans la salle. Là aussi, ça m'a vraiment beaucoup émue. Et puis ensuite, à la remise du prix, j'ai ressenti une grande émotion. Et surtout, si vous voulez, ce prix me console de beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que la situation que j'ai vécue n'était pas facile. J'ai été relevée de la Cour constitutionnelle de façon brutale, de façon injuste, alors que j'avais fait mon travail. Donc à ce moment-là, vous savez, quand vous subissez une injustice, c'est toujours très difficile. Et parfois, ça crée en vous des rancœurs ou une certaine révolte. Mais je n'ai pas voulu aller dans ce sens, mais quand même, j'étais choquée. J'étais affectée, parce que je n'avais fait que mon travail. Et puis ensuite, nous avions pris cette décision à l'unanimité et il n'y avait que moi qui était sanctionnée. Bon, tant mieux pour les autres si vous voulez, mais quand même, je n'ai pas compris. C'était injuste et puis je n'avais fait que mon travail. Donc, à partir de ce moment-là, que ce prix me soit décerné, c'est une reconnaissance du travail que j'ai fait, c'est une reconnaissance du fait que j'ai appliqué le droit, que je suis restée intègre, que je suis restée dans la légalité. Et à partir de ce moment-là, c'est une grande consolation pour moi. Alors, on explique, on rappelle que vous avez été démise de vos fonctions donc en tant que présidente de la Cour constitutionnelle. Oui. Vous l'avez appris par décret à la radio. Oui. Et c'était une mise à la retraite, en fait, oui. Parce que vous êtes enseignante aussi, vous êtes professeure à l'université. Donc, on vous mettait à la retraite, on mettait à la retraite des enseignants et on a fait un parallèle entre les deux. Mais comment on peut expliquer ça en droit ? Mais vous savez, le droit, on peut le tordre, malheureusement. Et quand on le tord, après, tout est tordu par la suite. En fait, ils ont concocté quelque chose qui est assez surprenant, effectivement. Il y a un premier texte. Je n'ai jamais vu l'administration travailler aussi vite, parce qu'ils ont fait tout ça en 3 semaines. Donc, il y a un premier texte, un décret, qui est sorti, qui fixait les conditions de mise à la retraite des enseignants du supérieur. Alors déjà là, il y avait un gros problème parce que ça dépend de la loi, ça ne dépend pas du décret. Ensuite, il y a eu, suite à ce décret, un arrêté du ministre de la fonction publique maintenant qui fixait la liste des enseignants du supérieur qui étaient mis à la retraite. Nous étions à peu près une quinzaine d'enseignants sur cet arrêté. Et j'étais parmi ces 15. Et donc, il m'a été notifié
à la suite de ces deux textes par le ministre de la fonction publique, non, par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et par le ministre de l'enseignement supérieur. J'ai reçu 2 lettres donc, qui me disaient vous êtes mise à la retraite par tel texte et maintenant vous allez être relevé de vos fonctions de président de la Cour constitutionnelle parce que étant mise à la retraite, cela constitue une impossibilité pour vous de rester en fonction comme présidente de la Cour constitutionnelle, de rester à la Cour constitutionnelle, puisque vous avez été élu par les enseignants du supérieur pour être à la Cour constitutionnelle. Alors, ceci dit, il y a eu un recours et la suite de l'affaire. Comment ça s'est terminé alors ? Alors, il y a eu... déjà, moi j'ai passé le service assez rapidement, mais avant que je ne passe le service, effectivement, il y a une requête qui est arrivée, que je n'ai pas traitée, que j'ai laissée à mon successeur. Donc, une requête contre ce fameux décret qui était inconstitutionnel. Et à partir du moment où vous reconnaissez que ce texte est nul, tous les autres, automatiquement, s'annulent aussi. Donc, le recours a été fait contre ce décret-là. Donc, les enseignants ne sont plus à la retraite. Alors, les enseignants... Alors, il faut dire que, d'abord, la Cour constitutionnelle a mis 2 mois pour rendre sa décision. Or, nous n'avons qu'1 mois pour rendre nos décisions à la Cour constitutionnelle. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y avait des problèmes. Je crois qu'ils ne savaient plus comment faire parce qu'effectivement, c'était évident que ce texte était inconstitutionnel. Donc, finalement, la Cour constitutionnelle a rendu une décision disant que le décret est effectivement inconstitutionnel. Donc, ça a annulé la mise à la retraite des enseignants. Ce qui fait que moi aussi, je bénéficie de cela. Je ne suis plus mise à la retraite. Mais comme ils ne voulaient plus que je retourne à la Cour constitutionnelle, ils ont complété la décision en disant que j'avais déjà déclaré donc sur les ondes que je ne retournerai pas à la Cour constitutionnelle, donc je ne peux pas retourner en quelque sorte à la Cour constitutionnelle. Donc voilà, ça c'est... Si on vous avait permis de retourner, est-ce que vous auriez accepté ? Non, pas du tout. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour effectivement me dire non, il faut retourner parce qu'à partir du moment où tu es parti... Et oui, les conséquences, c'est que le président lui-même s'est mis dans une position d'illégitimité. La Cour est illégitime actuellement parce qu'elle est remplacée par... j'ai été remplacée par quelqu'un alors que moi j'ai été inconstitutionnellement relevée de mes fonctions. Donc ce qui fait qu'il y a un gros problème. Mais je ne me vois pas retourner dans cette Cour constitutionnelle où j'ai perdu confiance aux juges qui sont là, puisque nous avions pris cette décision à l'unanimité. Mais j'ai été sanctionnée, ils n'ont rien dit finalement. À partir de ce moment-là, il y a un problème de rupture de confiance. Et autant eux que moi, je pense qu'il serait difficile que l'on puisse retravailler ensemble dans de bonnes conditions. Ce n'est plus possible. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur votre parcours professionnel ? Si on pouvait faire revenir un petit peu en arrière pour voir votre évolution pour arriver là où vous êtes arrivé, vraiment au sommet de votre carrière. Oui. Bien, je peux dire que après avoir obtenu le doctorat, je l'ai obtenu à Aix-en-Provence, donc je suis rentrée à Bangui et en fait, j'ai commencé par travailler dans une imprimerie, donc une société privée. J'étais directrice de cette imprimerie. J'ai travaillé dedans pendant 1 an, mais ça ne m'a pas plu du tout. Mais en même temps, je donnais des cours en tant que vacataire à l'université. Et j'ai vu que j'étais passionnée par l'enseignement. Par contre, par la gestion d'une entreprise privée, pas du tout. Parce que dans ma fonction, ce que j'aime, c'est toucher le maximum de personnes. En fait, c'est le service public que j'aime. Voilà. Donc là, enseigner, c'est toucher un maximum de personnes, toucher beaucoup de jeunes et faire passer des connaissances. Et ça m'a plu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai démissionné de l'imprimerie et je me suis intégrée dans la fonction publique, dans l'enseignement supérieur. J'ai fait toute ma carrière, donc ça fait plus de 30 ans que j'enseigne à l'université. À un moment donné,
Et j'ai progressé comme ça, maître de conférence et puis ensuite professeur. Et à un moment donné, j'ai fait aussi une formation comme avocate parce que je voulais être avocate. Et j'ai effectivement été avocate. En même temps que l'enseignement, j'ai ouvert un cabinet parce que c'était possible. Donc j'ai ouvert un cabinet d'avocat. J'ai exercé pendant 5 ans, ça m'a suffi parce qu'il y a tellement de dysfonctionnements au niveau de la justice que je n'ai pas pu supporter justement le fait qu'on n'applique pas le droit, qu'il y a d'autres choses qui interviennent, des problèmes de corruption, des problèmes de dysfonctionnement, ça ne m'a pas plu. Donc j'ai laissé tomber. Et puis ensuite, donc, je suis entrée à la Cour constitutionnelle. Alors, comment est-ce que je suis entrée à la Cour constitutionnelle? J'étais d'abord vice-présidente. C'était pendant la transition. Les critères de désignation des juges sont fixés par la Constitution. Et la Constitution dit que c'est une composition qui n'est pas courante. En Afrique, je crois qu'il n'y a peut-être qu'une autre cour qui applique ces critères. Alors, nous sommes élus, 2 magistrats élus par leur père, dont une femme, 2 enseignants du supérieur élus par leur père, dont une femme, 2 avocats élus par leur père, dont une femme, une personne qui est désignée par le président de la République, une personne par le président de l'Assemblée nationale et une personne par le président du Sénat. Donc voilà comment est faite la composition. Donc moi j'ai été élue par le corps des enseignants de droit de la faculté. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la Cour. Je l'ai demandé bien sûr parce que ça m'a plu, je voulais tenter l'expérience. Et je suis rentrée à la Cour constitutionnelle comme j'ai été élue après par le bureau, comme vice-présidente. Et quand maintenant la transition était passée, on a mis en place la nouvelle Cour, suivant la nouvelle Constitution, avec les mêmes critères. J'ai repostulé, et j'ai été à nouveau élue comme membre de la Cour constitutionnelle et ensuite présidente cette fois-ci de la Cour constitutionnelle. Votre travail là-bas, vous avez fait annuler plusieurs décrets, non? Oui. Et il y avait un décret sur la crypto-monnaie aussi. En fait, vous pouvez nous en parler un petit peu des dossiers, oui, tout à fait. Des dossiers chauds, un petit peu, des dossiers qui vous ont intéressé? Je pense qu'il y a eu 3 dossiers chauds, non 4 dossiers chauds. Bon, il y a eu d'abord, en ce qui concerne un décret qui créait une sorte d'agence au niveau de la présidence de la République, chargée des grands travaux. Hein? C'était les grands travaux, les finances et tout ça, enfin quelque chose d'assez nébuleux. Ça englobait beaucoup de choses. Voilà. Donc, cette sorte d'agence-là était logée à la présidence de la République. Or, la Constitution dit que la création d'agences publiques, c'est par la loi. Donc, nous avons annulé le décret qui créait cette structure au sein de la présidence. Mais notre décision n'a pas été appliquée puisque cette structure existe toujours jusqu'à présent. Elle fonctionne, elle existe. Donc, ça a été le premier cas. Mais le président, je suis allée le voir. Après, je lui ai dit, voilà pourquoi nous avons rendu telle décision. Il m'a dit, j'ai dit, vous savez, c'est pour vous protéger parce que vous allez être mêlé au fonds public, au marché public. C'est la présidence qui va être impliquée, c'est très mauvais pour vous. Donc voilà. Alors, il m'a dit, bon, du moment que c'est pour me protéger, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est passé. Mais finalement, le service existe toujours. Le deuxième texte, c'est, vous en avez parlé, la crypto-monnaie. Alors, c'était le début de mes problèmes, en fait. Parce que vous savez qu'il y a une loi qui a été adoptée, donc créant la crypto-monnaie en République centrafricaine. Et à la suite de cette loi, ils ont créé un site internet où ils fixaient certaines dispositions, notamment vous pouviez acquérir la nationalité centrafricaine en payant une certaine somme, vous pouviez acquérir des terrains, vous pouviez acquérir, tout ça sur internet, vous pouviez acquérir même des richesses minières. Et en fait, toutes ces mesures-là sont du domaine de la loi
il faut d'abord que la loi fixe Absolument. les critères et les conditions d'acquisition. Donc, lorsque nous avons reçu une requête donc, concernant ces dispositions, nous avons tout annulé et demandé que le code minier soit revu, s'il fallait, le code de nationalité devait être revu, etc. Voilà. Mais dans tous les cas, nous avons dit la nationalité ne se vend pas. C'est pas une valeur marchande. Voilà. Pour stopper toute velléité de vente de la nationalité, même par la loi. Donc ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. J'ai subi des pressions avant même que nous puissions rendre notre décision de la présidence. Et pas le président, mais un proche collaborateur qui m'a dit non, mais on n'avait pas encore rendu la décision, mais il m'a dit, on devait la rendre 2 heures après, bon, est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose et tout, ça gêne, parce qu'on est bien impliqué là-dedans pour le développement économique du pays, etc., etc. Nous avons rendu notre décision à l'unanimité, encore une fois, et nous avons annulé toutes ces dispositions-là. Ça n'a pas plu. Ça, je sais que ça n'a pas plu. Ça a beaucoup irrité. Et j'ai même reçu quelques menaces à peine voilées, déjà, de gens bien placés. Et en ce qui concerne l'annulation du décret donc, qui voulait créer un comité de rédaction d'une nouvelle constitution, voilà, donc, est-ce que ça veut dire que ça va être remis sur le tapis ou est-ce que... Alors, il y avait donc ce texte, le comité, oui. qui créait il y a un comité qui a été créé pour rédiger un projet de nouvelle constitution. J'ai subi aussi, et nous avons été saisis, encore une fois, par rapport à la légalité de ce comité, et ça nous a donné l'occasion de donner la position de la Cour constitutionnelle par rapport à la Constitution. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Etc. Donc, nous avons examiné, nous avons annulé ce comité en disant qu'il est inconstitutionnel et en donnant tous les détails qu'il fallait par rapport au verrou qu'il y a dans la Constitution et notamment l'impossibilité d'un 3e mandat pour le président de la République. Et ça, ça a été la goutte d'eau. Est-ce que ça va être remis sur le tapis, ça, selon vous? C'est déjà remis sur le tapis. Okay. Non seulement parce que un comité a effectivement travaillé, même si nous avons annulé ce comité, mais un comité a effectivement travaillé sur un projet donc, qui est terminé. Donc toutes vos décisions n'ont eu aucun pouvoir? Aucun. Ben oui, là, oui, manifestement. Donc, non, mais le projet était bien enclenché, donc il n'y avait pas du tout une intention de l'arrêter. Je l'ai très bien compris aussi. Mais bon, nous, on était là pour dire le droit, on l'a dit. Donc, il y a eu ce projet qui a été fait. Il y a un projet de nouvelle constitution qui existe, il y a ça. Et puis il y a la loi sur les procédures référendaires qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale et qui manifestement continue. Parce qu'effectivement, nous avions dit que pour qu'on puisse modifier la Constitution par un référendum, il faut une loi sur les procédures référendaires. Parce que la Constitution le disait. Donc, c'était l'une des conditions. Ils viennent de remplir cette condition. Ça veut dire qu'on continue dans cette voie-là. Ouais. C'est clair. Madame Darlan, pourquoi est-ce que les constitutions sont malmenées en Afrique, dans beaucoup de pays? C'est quoi la raison? Et que faire pour éviter cela? C'est une question un peu difficile. Oui. C'est une question un peu difficile. Pourquoi est-ce que les constitutions sont malmenées? Moi, je pense, vous savez, si vous examinez l'évolution des pays africains, ce n'est réellement qu'à partir de ce que l'on a appelé le vent de l'Est qu'on a essayé d'instaurer une certaine la démocratie. Bon, mais si je prends le cas de la République centrafricaine, il y a beaucoup de pays qui sont concernés. Nous avons connu des régimes autoritaires jusqu'à présent. En tout cas, en Afrique centrale, c'est clair. Si vous prenez l'Afrique centrale, tous les pays qui entourent la République centrafricaine, pratiquement, vous avez des chefs d'État qui sont là depuis moult années, qui sont là depuis des années, des années. Ce n'est qu'en République centrafricaine qu'on a eu une instabilité de ce point de vue-là et qu'on a connu je ne sais combien de présidents et on en est à la 8e constitution d'ailleurs.
bientôt une 9e peut-être, et puis etc. Donc, il y a une instabilité chronique, mais ça ne concerne que la République centrafricaine. Tous les autres pays, que ce soit le Congo, que ce soit le Tchad, que ce soit le Gabon, que ce soit le Cameroun, vous voyez que on a l'Afrique de l'Ouest quand même aussi. Bon, vous avez l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y a... C'est vrai qu'il y a aussi des problèmes pour certains pays, mais il y a quand même... Il me semble qu'ils ont fait quand même un minimum de progression dans le sens du respect de la Constitution en général. Même si... il faut dire que l'Afrique anglophone est plus avancée que l'Afrique francophone. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, il faudrait examiner pourquoi. Mais l'Afrique anglophone est plus avancée. Si vous prenez le Botswana, il n'y a pas eu de problème pour laisser la place et partir. Moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que nos chefs d'État s'habituent au pouvoir et malheureusement, souvent, ils gèrent le pays de façon un peu comme, je ne sais pas, comme leur propriété. Et à partir de ce moment-là, ils ne respectent pas toujours les règles. Et vous savez que souvent, il y a une mauvaise gouvernance dans presque tous les pays. En tout cas, chez nous, c'est clair. Hein. Depuis l'indépendance, on a toujours eu des problèmes de gouvernance. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que les chefs d'État, ils ont peur de la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Alors, surtout en République centrafricaine, où les chefs d'État ne restent pas très longtemps, il y a ce problème, puisqu'ils savent très bien comment ils gèrent. On a placé son cousin ici, son frère ici, il y a des détournements de fonds publics, ça c'est sûr. Et à partir de ce moment-là, les biens mal acquis et tout, qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je crois que ça, c'est un élément qui est très important. Moi, j'ai l'impression, j'ai ma conviction que si un chef d'État gère correctement, en respectant les règles, il n'aura pas peur de partir. Au contraire, parce qu'il ne craindra pas des problèmes du côté de la justice et ni du côté de son propre peuple. Voyez. Vous pouvez nous dire un mot sur la situation justement en Centrafrique, un petit peu la situation sécuritaire, hein. Oui. Il y a toujours beaucoup de problèmes là-bas, oui. Les ressources naturelles, hein. Oui. Un pays qui ne bénéficie pas de toutes ces ressources naturelles avec tous ces groupes armés, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? On bénéficie d'aucune ressource naturelle en fait. Si vous voyez, le peuple centrafricain ne bénéficie de rien du tout. De rien du tout. Si vous voyez dans quelle misère le peuple centrafricain se trouve, il n'y a aucun profit pour lui. Alors que, comme vous le savez, la République centrafricaine est riche, potentiellement riche comme on dit. Mais nous avons le bois, nous avons l'eau, nous avons des richesses minières à n'en plus finir. Mais qui les exploite et qui en profite? Ce n'est certainement pas le peuple centrafricain. Certainement pas. On le voit bien. Et actuellement, vous savez qu'il y a encore un problème qui vient se greffer parce qu'il y a la présence des mercenaires, des groupes Wagner, qui maintenant, et pas seulement les groupes Wagner, vous avez aussi des éléments du Rwanda qui exploitent les richesses minières de la République centrafricaine. C'est un secret pour personne que les éléments Wagner exploitent actuellement les mines de Dassima. C'est connu de tout le monde. Et non seulement ça, mais ils exploitent le bois. Et je peux vous dire qu'ils vendent même du bois centrafricain au Cameroun. Et ils vendent même du charbon. Du charbon. Ça, c'est le petit commerce du centrafricain. Et non seulement ça, maintenant, ils essaient de créer des bières. Ils ont créé la bière. Alors pour ça, il faut détruire la MOCAF. Vous avez dû apprendre que la MOCAF a brûlé. Il y a 2-3 jours, je ne sais pas. C'est beaucoup d'emplois qui sont menacés. Ce sont des emplois qui sont menacés. Maintenant, il n'y a plus l'outil de travail. Vous voyez. Donc, c'est une catastrophe, il me semble. Vous voyez. Donc, nous, cette présence-là complique encore la situation. Mais c'est vrai que les Wagner étaient venus pour essayer d'aider
le pouvoir... On dit quand même que la situation sécuritaire s'est améliorée. S'est améliorée depuis qu'ils sont là. Donc, alors, attendez, il faut quand même nuancer. Elle s'est améliorée dans les mois qui ont suivi effectivement leur intervention. Je crois que c'est le ministre d'ailleurs de la Défense qui avait déclaré que avant leur intervention, les groupes armés occupaient 80% du territoire. C'était connu, la République centrafricaine. Après leur intervention, ce n'était plus que 20%. C'est vrai. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un élan de soutien au groupe Wagner au départ. Mais ils ont commis tellement d'exactions sur les populations. Et ils ont commencé à faire plutôt du commerce, à exploiter ceci, à exploiter cela, qu'ils ont fini par créer un rejet aussi au niveau des populations. Et actuellement, il y a un regain des groupes armés. Parce maintenant, il y a une conjonction, une sorte de conjonction entre les revendications des partis politiques d'opposition, de la société civile et des groupes armés, qui disent aussi le président n'est plus légitime, donc nous avons le droit de continuer à poursuivre et de le chasser. Vous voyez, et tout ça, c'est depuis le projet de nouvelle constitution. Madame Darlan, les droits des femmes dans votre pays, la République centrafricaine, au niveau de la parité, au niveau de la présence des femmes en politique, au niveau du business aussi, quelle progression vous voyez, vous, depuis un petit peu les indépendances, si vous pouvez nous faire une petite progression s'il y a... Non, moi je trouve qu'il y a très peu de progrès. Et je vous dirais que même ces derniers temps, il y a même un recul. Parce que je pense que ça tient aussi à toutes les conditions de sécurité. Vous savez, quand vous devez vous déplacer parce que vous êtes en insécurité, vous laissez tout. Hein. Donc, il y a même eu un recul ces dernières années, à mon avis, en ce qui concerne la situation de la femme centrafricaine. Maintenant, au niveau des textes, il y a par exemple la loi sur la parité. C'est vrai, il y a une loi sur la parité. Est-ce que c'est une parité contraignante ou non ? Oui, normalement oui, parce qu'il y a un texte de loi qui dit que pendant 10 ans, à compter de l'adoption de ce texte, et nous sommes déjà, je crois, à 5 ans, nous sommes déjà à mi-chemin, pendant 10 ans, il faut qu'il y ait 35% de femmes dans les postes électifs, dans les postes nominatifs. Et on est à combien à peu près là ? Oh, alors là, écoutez, je vais vous donner l'exemple de l'Assemblée nationale. Oui. Bon, voilà. Alors, l'exemple de l'Assemblée nationale, vous avez sur 140 députés, vous avez 18 femmes. Oui. Donc, vous voyez, c'est très peu. Hein. Avant l'ancienne législature, la précédente, c'était sur 140 députés, il y avait 11 femmes. Donc, on a fait un petit progrès. Je crois que c'est grâce à la Cour constitutionnelle. Parce qu'on s'est vraiment concentré sur le problème des candidatures féminines. Mais je peux vous dire, qui nous a combattus? Les femmes? Non. Non, les députés. Les députés. Okay. Parce que le code électoral, il fallait modifier le code électoral pour justement promouvoir les candidatures féminines, notamment introduire le scrutin de liste. Mais nous avons eu, c'est-à-dire une vraie guerre entre les députés, entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Nous avons rendu une décision leur demandant donc d'introduire le scrutin de liste dans le code électoral. Ils ont refusé, alors que nos décisions, on ne peut pas les contester. Elles sont immédiatement applicables. Donc, ils ont refusé. Ils ont violé la Constitution. Ils ont dit non, on ne veut pas de ça. À partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de... D'ailleurs, c'est la présidence qui a joué un petit peu, qui a dit, écoutez, essayez de discuter ensemble pour voir si on peut trouver une solution. Mais c'était un pis-aller. Et la solution, c'est moi qui l'ai proposée. Qui dit, ok, la Constitution dit que les partis politiques doivent se préoccuper du genre. Bon, à partir de ce moment-là, on va mettre la parité sur les partis politiques. Ils n'ont qu'à nous présenter 35% de candidatures féminines. Bien. On a fait passer tout cela, le code électoral a été modifié, là les députés ont accepté, bon, voilà, et puis ça a été modifié en ce sens, mais aucun parti politique n'a pu nous présenter 35% de candidatures féminines. Et nous les avons tous convoqués et auditionnés,
Et tous nous ont expliqué pourquoi. Et nous avons même auditionné les femmes qui étaient concernées. Et en fait, elles nous ont toutes dit, on n'a pas d'argent pour faire de la politique, parce qu'il faut faire campagne et tout, les partis politiques ne nous aident pas. Et ensuite, j'ai des problèmes dans mon foyer. Je veux poser ma candidature, mais mon mari ne veut pas. Alors, il y a ces deux aspects qui sont vraiment des obstacles, des vrais obstacles à la promotion des candidatures féminines. Maintenant, le scrutin de liste a été maintenu pour les élections municipales. Donc, peut-être là, comme la femme n'a pas à se déplacer, elle reste quand même dans son environnement, ça permettra à un plus grand nombre de femmes de postuler, on l'espère, mais ce n'est pas gagné. Madame Darlan, Oui. À vous écouter, effectivement, on a vraiment l'impression que dans toutes les décisions que vous avez prises, on n'a jamais respecté les décisions de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, c'est pas vrai. Je vous ai cité les décisions à problème, justement. Bon. Donc ça vous donne l'impression que non, oui. Mais toutes nos autres décisions ont été exécutées. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas choisir les décisions qu'on exécute ou qu'on n'exécute pas. Toutes les décisions doivent être exécutées. Donc ça vous prouve que nous ne sommes pas encore très démocrates dans notre tête. Que nos dirigeants ne sont pas encore très démocrates. Parce qu'autrement, c'est le respect de la Constitution et on doit respecter une décision de justice. C'est une décision de justice. Donc, qu'est-ce que ça nous inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Moi, c'est vrai que c'est assez désagréable quand les décisions de la Cour ne sont pas respectées. Mais heureusement, c'était encore rare. Mais vous voyez que dans les décisions les plus délicates, politiquement, eh bien... C'est là que ça ne marche pas. Voilà, c'est là que ça ne marche pas. Et c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'on y arrivera, mais bon. Avec de la patience. Pour l'instant, c'est pas donné. Un dernier mot, un message pour toutes les jeunes filles qui vous écoutent, les femmes qui vous écoutent et qui sont forcément, qui vous admirent, quoi, qui voudraient arriver là où vous êtes. Et ça peut faire peur parfois. On veut, mais est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver, pour les inspirer, pour leur dire de foncer? Oui. Écoutez, moi je pense qu'il faut d'abord, dans la vie, il faut se fixer des objectifs à atteindre. Voilà. C'est comme quand je suis rentrée à la Cour constitutionnelle, la première chose que j'ai dit à la Cour, il faut qu'on ait une feuille de route. Voilà. On se fixe des objectifs, on essaye de les atteindre. C'est pareil, moi je pense, pour un individu. S'il veut conduire sa vie et aboutir à quelque chose, il faut qu'il se fixe des objectifs et essaye de les atteindre. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. On a des échecs. Tout le monde en a eu et tout le monde en aura. Mais il faut avoir la force de se relever, de continuer et de poursuivre jusqu'à ce qu'on réussisse. Voilà un petit peu, ça a été un petit peu mon parcours. Moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai pu faire mes études supérieures dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes, mais dans tous les domaines, vous avez des obstacles. Donc, il faut essayer de les surmonter. Vous avez été victime du sexisme, un peu du machisme durant votre carrière. Vous avez senti une certaine pression culturelle ou pas? Comme j'étais dans l'enseignement supérieur, on est quand même... Vous voyez, c'est quand même un certain niveau et je pense que mes collègues n'auraient pas osé. Mais je vais vous raconter quelque chose qui m'a toujours un petit peu choquée et qui montre quand même qu'il y a... Nous sommes 2 professeurs de droit à l'université, à la faculté de droit. Souvent, mes collègues appellent mon collègue professeur et moi, il m'appelle madame. Ça, c'est significatif. Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas mon titre, qui est celui de professeur, alors qu'on le donne facilement à mon collègue? Alors ça me choque un peu. Et c'est là que ça me montre qu'il y a toujours quand même un petit problème. Mais autrement, à part ça, j'ai eu l'habitude, malheureusement, c'est vrai, parce que d'avoir travaillé tout le temps, la plupart du temps avec des hommes, ça m'a amené aussi à essayer de me battre et de montrer que je peux autant, même
plus parfois. Alors, professeur Darlan, justement, vous n'êtes plus à la retraite, si nous avons compris, n'est-ce pas? Donc, vos projets. Je ne sais plus, moi. Je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus si je suis à la retraite ou pas à la retraite. Ben, c'est à vous de choisir, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez choisir oui. vos projets. Normalement, suivant la décision de la Cour constitutionnelle, je ne suis plus à la retraite en tant qu'enseignante du supérieur. Mais ça ne veut pas dire que je vais reprendre à l'université parce que, vous savez, j'ai été tellement choquée. J'ai été choquée. D'abord, le premier coup que j'ai reçu, ça a été donc de la part de mes collègues de juges constitutionnels. Le deuxième coup, ça a été de la part de mes collègues enseignants. Et parce qu'ils ont reçu le dossier de la part du gouvernement pour me remplacer. Alors bien sûr, ils n'ont pas pu, parce qu'alors là, ils allaient violer la Constitution, dire oui, on la remplace par quelqu'un qui ne rencontre pas les critères, qui n'a pas les critères. Et ils n'ont pas dit ça, mais ils ont dit dans leur, et tout est là, ils ont dit dans leur PV de réunion, nous prenons acte de la comment dire, du fait que Madame Darlan n'est plus à l'enseignement supérieur, n'est plus est mise à la retraite. Nous prenons acte de. Ça veut dire, quand vous prenez acte de, c'est que vous reconnaissez que le texte est bon, que le texte est correct. Or, ce sont quand même des enseignants de droit. Ils savaient que ce n'était pas correct. Ils savaient que c'était inconstitutionnel. Mais ils ont dit, nous prenons acte de. Non. Et ça, je ne peux plus travailler avec eux. C'est difficile. Mais professeur Darlan, vous avez une lueur d'espoir quand même quant à votre avenir à vous. Oui, bien sûr, je ne me fais pas de soucis. Bon. Je ne me fais pas de soucis parce que d'abord, j'aime l'enseignement, j'aime les recherches. Donc, j'ai déjà, je peux vous dire que j'ai déjà des universités qui m'ont contactée pour que j'aille faire des sessions. Il y a même une université ici, aux États-Unis, qui m'a contactée. Formidable. Oui, et puis une université à Kinshasa. Il y en a une aussi au Cameroun. Et puis, j'ai aussi été contactée par un organisme international. Donc, vous allez voyager. Pour voyager et puis apporter le peu de connaissances que j'ai. Eh bien, je pourrais continuer à l'apporter puisque c'est un organisme dans le cadre de la préparation des élections qui me propose d'être envoyé spécial pour certaines missions difficiles. Voilà, pour aller dans des pays où il doit se tenir des élections, mais que c'est un peu difficile. Les conditions sont un petit peu difficiles. Donc ça me convient tout à fait. Et je pense que maintenant, je vais laisser, au niveau de la République centrafricaine, je laisse mes collègues continuer. De toute façon, j'ai suffisamment travaillé avec eux, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle ou au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, professeur... Ils vont faire tout cela sans Daniel Darlan. Donc, professeur Daniel Darlan, on a bien compris que vous allez continuer à travailler pour faire avancer la démocratie sur le continent et ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Et puis, j'écris un livre. Formidable. Voilà. J'écris un livre parce que je voulais faire part de mon expérience à la Cour constitutionnelle, mais je voulais l'écrire à la fin de mon mandat. Le mandat ayant été écourté, j'ai commencé maintenant. Et c'est bien, tout est frais dans ma tête, donc ça va assez vite. Bonne chance, professeur Daniel Darlan. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, à bientôt.